Cette semaine, dans le balado, on se promène dans le Spider-Verse, on tente d'élucider un meurtre sordide et on cherche à détruire une créature maléfique. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Alors, grosse semaine. Je pense que c'est une semaine normale. Ouais, c'est ça. Dans le sens qu'il y a un gros film, un peu de counter-programming. Ouais. Puis, un film qui jouissait d'un solide buzz depuis peut-être une semaine. Il y avait évidemment des fans qui l'attendaient, mais on en entend parler de plus en plus. C'est ça, mais les critiques en parlaient très, très bien. En tout cas, les premiers échos suite à sa première. Donc, on y reviendra. Mais quand même, une bonne semaine d'actualité. Peut-être commencer avec celle qui nous touche de plus près au Québec. J'imagine que tu parles du décès de Michel Côté. Décès à 72 ans cette semaine. Qui s'était retiré de la vie publique il y a à peu près 1 an. Ouais. On ne savait pas trop pourquoi. Il avait annoncé qu'il soignait un cancer. Il avait reçu des greffes de moelle osseuse. Ouais, c'est un cancer de la moelle osseuse. Lundi matin, je pense. Mardi matin. Il me semble que c'est lundi, si ma mémoire est bonne. Donc, la triste nouvelle est tombée. Donc, quand même, figure marquante, évidemment, du milieu culturel, de la télévision, mais aussi du cinéma. Je pense que si on pouvait faire un top 10 des films les plus populaires, probablement qu'il serait dans 5-6 d'entre eux, là, assurément. Ah oui, je suis pas mal sûr que c'est le champion du box-office québécois. Ouais, surtout qu'il a marqué quand même plusieurs générations. En tout cas, la mienne, évidemment, avec Cruising Bar, qui avait été une comédie très marquante pour le cinéma. Je dirais je pense que oui, avec Père en flic, avec c'est ça. José Donc, Hood, la nouvelle, Crazy qui est plus sérieux au travers, là, entre les comédies et tout. Mais je sais pas. C'est un acteur que je connais, que je considère, mais je regardais sa filmographie puis je n'ai pas vu tant que ça, finalement. Il est assez prolifique quand même, quasiment un film par année ou presque. Là. Oui, mais je l'avais entendu en entrevue dire que justement, il essayait de pas faire plus d'un film par année. Okay. Parce qu'il voulait pas s'auto-brûler. Puis on l'associe à des comédies, mais il enchaînait quand même, il variait ses rôles d'un à l'autre. Il voulait pas faire 4 comédies de suite, là. Fait qu'il se promenait entre le drame, on oublie Piché entre ciel et terre, puis Ma fille, mon ange, puis un peu plus suspense. Fait quelques trailers sur le seuil aussi de Patrick Sénécal et tout ça. Donc non, il naviguait dans tous les genres, vraiment un comédien passe-partout. Sans oublier son Omerta non plus aussi. Oui, la série plus marquante que le film. Oui, effectivement. Mais bon. Et puis écoute, juste pour Brou lui-même, qui était un accomplissement incroyable au niveau du théâtre. Donc, c'est quand même épatant qu'il n'ait jamais fait de film de ça, finalement. Ouais, je ne sais pas si ça aurait été bon, mais je suis surpris qu'il a dû avoir des essais. Ça a dû être pitché une couple de fois, en plus. En tout cas, au moins des producteurs intéressés, là, ça, c'est certain. Donc, alors, décès de Michel Côté, un des grands du cinéma québécois qui nous a quittés. Sinon, c'était je pense que c'était samedi dernier, le lendemain de notre enregistrement, que les gagnants de Cannes ont été révélés. Je dirais que c'est pas des films qu'on attendait nécessairement, en tout cas très connus de nom comme ça, mais peut-être faire je vais faire un petit résumé des 3 principaux prix. Donc, prix du jury, c'est Les Feuilles mortes, une comédie romantique finlandaise d'Aki Kaurismäki, qui avait déjà gagné le Grand Prix en 2002 pour L'homme sans passé. Pour le Grand Prix, c'est The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui avait fait Under the Skin avec Scarlett Johansson. Donc, son film est une adaptation d'un roman du même nom de Martin Amis. Donc, histoire qui se passe dans les camps de concentration. Puis, c'est l'histoire d'amour entre un officier nazi puis une femme capot là, qui assiste un peu les Juifs et tout ça dans les camps. Et puis, la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, une espèce de thriller judiciaire qui a été remis à une cinéaste femme, donc Justine Triet. C'est seulement la 3e fois dans l'histoire qu'une femme remporte la Palme d'Or. Donc, première fois, c'était Jane Campion
en 93 pour The Piano. Ouais. Et puis Julia Ducournau qui avait gagné pour Titane il y a 2 ans avec son film très controversé. Donc, Anatomie d'une chute qui est inspirée, en fait, c'est pas l'histoire, mais un peu de la saga judiciaire d'Amanda Knox. Je ne sais pas si tu connais ça, qui est une Américaine qui était emprisonnée 4 ans en Italie pour avoir supposément tué sa coloc et tout ça. Puis là, finalement, elle a été relâchée parce que je pense que suite à un deuxième procès, là, finalement, on avait trouvé que c'était pas elle. J'ai pas fait mes devoirs, mais d'habitude, j'essaie de voir s'ils ont déjà été acquis et tout. Effectivement. Ben, c'est sûr que oui. Là. Ces 3-là, c'est certain. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu qu'il y avait j'ai passé des communiqués de presse que d'autres films en compétition avaient été acquis et qui vont sortir au courant de l'année. Là. C'est un classique, là. C'est un très gros événement. À suivre. Ouais, donc surveillez ça. Donc, Anatomie d'une chute, grand gagnant de la Palme d'Or, dont le président était Östlund. Ruben Östlund, l'ancien gagnant, l'ancien lauréat. Mais c'est-tu un addon ou c'est toujours le gagnant qui devient président? Je pense que c'est un addon. Je pense pas que c'est systématique. Systémique? Systématique. Systémique, ça devient vraiment un problème dans le système. Là, je sais pas trop. Sinon, avais-tu quelques nouvelles de ton côté? Non, okay. C'est que c'est pas ma force. Je vais en déferlante. Justement, Scorsese était de passage à Cannes, où il a révélé sa grande fresque. Il en a profité pour faire un petit voyage en Italie, parce que quand même, Scorsese est quelqu'un de très croyant quand même. Et puis, il est allé rencontrer le pape, parce que, évidemment, c'est Martin Scorsese, je pense. C'est vrai qu'il avait fait le film Silence ou quelque chose comme ça aussi assez récemment. Oui, effectivement. Mais surtout, sont très controversés de Last Temptation of Christ. Ah, j'ai jamais vu. En 88, qui avait fait déchaîner les passions, vraiment, parce qu'on nous présentait un Jésus humain, tenté là, par la chair et tout ça. Donc, qui jouait Jésus, tu sais, William Dafoe, qui était quand même un choix assez surprenant. Mais c'est ça, c'était l'époque, parce que le film était quand même, ne faisait que poser des questions. Là. Mais suite à cette rencontre, il a annoncé son prochain projet, en tout cas en théorie, mais il se mettait à l'écriture d'un nouveau film sur Jésus. Okay. On n'en sait pas plus. Est-ce que ce sera un prequel ou sequel à la Temptation of Christ? On verra peut-être bien. Mais non, fait que je ne sais pas ce serait quel angle, si ça se veut quelque chose de plus fidèle au récit biblique ou si on va aller ailleurs. Donc, mais c'est quand même un peu mais là, s'il surprenant. commence son écriture et tout, c'est un film qu'on verrait dans 4-5 ans. Si Dieu le veut. Oui, tout à fait. Donc, ça va être à suivre. Voilà. Alors, pour Martin Scorsese. Sinon, écoute, je pense qu'on peut le spoiler. Le film fait quand même 2 semaines qu'il est à l'affiche. Dans Fast 10, on revoit un visage très connu de la franchise qu'on ne pensait peut-être pas revoir, celui de Dwayne Johnson. Ouais. Alors, on sait qu'il était en chicane avec Vin. Ça n'allait pas bien entre les deux. Puis, finalement, il semble revenir dans le giron de la franchise et on a même annoncé cette semaine qu'il y aura un film sur Luke Hobbs. OK, c'est même pas un Hobbs et Shaw 2, juste un Hobbs tout seul. Ouais, donc Dwayne tout seul dans son coin. En fait, il fera le pont entre Fast X Part 1 et Fast X Part 2. OK, ça veut... Attends, OK, fait que ça va sortir le Hobbs, puis après, ils vont sortir... Non, ils vont sortir... en tout cas, je pense qu'ils vont quand même sortir Fast X Part 2, mais après ça, Hobbs va suivre, parce que... À moins qu'il est en écriture, il n'est pas tourné encore. Non, effectivement. Donc, en théorie, ça pourrait être possible si l'autre, ils avancent plus vite que Fast X Part 2. Vous avez à voir, mais on n'a pas de date annoncée. Mais en tout cas, fait que bref... Le chaos financier, je sais pas trop. Presser le citron, là. Ouais, on n'a pas fini de presser le citron. Ouais, mais il y a une orange à presser à côté aussi. Puis c'est comme... Et ce que n'est que le début, parce que je sais qu'ils ont un film avec les personnages féminins aussi en développement. Okay. Donc, mais je sais pas lequel. Fait que non, écoute, on a pour plusieurs années de cet univers-là. Est-ce que tu voulais aller dans ta chronique potin? Non,
pas du tout. J'avais justement parlant d'univers et de sortie de la semaine, une petite nouvelle par rapport à Spider-Man et cette version-là animée avec Miles Morales. On a aussi confirmé de la part de Sony, qui détiennent les droits évidemment de Spider-Man, qui vont faire un film en prise de vue réelle avec le personnage de Miles Morales. Donc c'est le Spider-Man évidemment noir. Je trouve une très bizarre d'idée, là. Parce que là, tu le crées, tu le fais en personnage de bande dessinée, là, en animé, puis ça fonctionne. Tu as gagné un Oscar sur le film précédent. Là, les critiques sont dithyrambiques sur le nouveau, puis c'est comme, OK, puis on va le faire en humain aussi. Ouais, mais vous la comptez déjà, son histoire, ou en tout cas une version de son histoire. Fait que c'est juste mélangeant si... Effectivement. Puis là, on a comme 2 Spider-Man en prise de vue réelle. La version avec Tom Holland, puis là, on aurait celle de Miles Morales. Donc, écoute, mais tu sais, je pense que c'est une question de faire d'argent, c'est bien. Mais en même temps, pour conserver l'utilisation des droits, les studios comme ça doivent produire des films. Sinon, les droits retournent à Marvel. Donc, évidemment, Sony sont pas fous. C'est effectivement. Et du même coup, on a annoncé aussi la mise en chantier d'un film entourant le personnage de Spider-Woman, ou affectueusement Spider-Gwen, en animé, ça. Oui, ça va être en animé. En fait, ça va être vraiment le personnage qu'on retrouve ici, dans la série qui va avoir droit à son propre film, finalement. Donc, ce qui peut être assez intéressant parce que c'est vraiment un personnage bien intéressant, bien écrit, bien joué par la comédienne Hailee Steinfeld. Donc, à suivre, encore là, tout est un peu embryonnaire. On n'a pas de date de données pour ça. Donc, chronique potin. Ou faudrait chercher un comment commanditaire. ils appellent ça des trucs insolites, là, des faits insolites quasiment. Là. Donc, dans la chronique paternité même, on pourrait avoir ça. Donc, 2 monuments de cinéma américains. C'est quand même drôle, en l'espace d'une semaine. Puis ils ont fait tellement de films ensemble aussi et tout. Quelques-uns. Quelques-uns. Je pense à Heat. Mais... donc, Robert De Niro et Al Pacino vont devenir pères à nouveau. Chacun leur père. Puis chacun leur bord. Oui, effectivement. Donc, De Niro qui a 79 ans, Pacino 82 quand même. Alors, c'est ça. Que dire de plus? Ils sont courageux. Est-ce du courage? Mais... puis si on pousse la chronique potin, tu disais pas que ça... La femme de Pacino, c'est l'ex de Mick Jagger. Ils ont déjà sorti ensemble, n'ont pas eu d'enfant parce qu'elle a 28 ans. Donc, quand même. Une productrice de films, travaille dans le milieu du cinéma, là. Donc, fait que oui. Tandis que De Niro, c'est quand même sa conjointe, elle a quand même 45 ans. Donc, c'est peut-être un accident qui s'est rendu à cet âge-là. Parce que c'est quand même un âge plus avancé. Donc, et voilà. C'est quand même assez juste drôle comme situation. Toi, à l'aube de ta cinquantaine, aurais-tu un autre enfant? Non. Écoute, j'aime bien quand ils étaient jeunes. Je suis content d'avoir maintenant plus de liberté. Mais j'ai hâte d'être grand-père. Ça, c'est comme le beau rôle. Là. Quand t'es grand-père, c'est ça. Tu viens, tu joues avec, puis tu les laisses quand t'es tanné. T'imposes tes limites. Ouais. Donc, pour les bandes annonces, moi, j'en ai relevé une, puis un film québécois, même en plus. La plus marquante cette semaine, Les Chambres Rouges de Pascal Plante, réalisateur natif de la ville de Québec, d'ailleurs. Après Les Faux Tatouages, puis Nadia Butterfly. Alors, Les Chambres Rouges, ici, dans un genre plus polar un peu. Ouais, on est dans une espèce de trailer policier, glauque un peu. Ouais, c'est ça, où on va suivre on dirait 2 personnes qui sont fascinées par le true crime puis une enquête je sais pas, menée un peu avec des tortures sur le dark web puis des choses comme ça. Fait que leur aspect là-dedans là, et tout. Fait que non, ça a l'air vraiment bien. Puis ça va il va d'abord être présenté en primeur là, dans quelques semaines au Festival de cinéma de Karlovy Vary en République tchèque, en Tchéquie. Fait que bonne chance. Donc, à lui, ça sort le 11 août. Bien hâte de voir ça. Il y a une petite vibe très David Fincher, je trouve. Quand même, c'est vrai. Puis je trouve ça le fun, c'est Pascal Plante qui, justement, ces 3 films sont 3 univers complètement différents, 3 tons différents. Donc, c'est vrai. Absolument. Donc, il reste pas dans les mêmes thèmes tout le temps. Oui, et ça met en vedette Juliette Garriépi, entre autres. Donc, mais un casting quand même
plus tranquille. Moi, c'est pas des gens que je connaissais, des gros quand noms, j'ai des grosses vu vedettes. Donc, les Chambres Rouges au mois d'août. Sinon, Tortue Ninja aussi. Oui, ils ont sorti une deuxième bande-annonce qui en dit un peu plus sur l'histoire. Là, fait que, tu sais, ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem ou Chaos chez les mutants. Fait que les Tortues Ninja, c'est vraiment des ados. Ils se cachent tout le temps dans les égouts. Les humains ne savent pas qu'ils existent encore. On est à comme le début de leur vie de ninja. Puis ils vont découvrir qu'il y a plusieurs mutants dans la ville, à peu près plein d'ennemis classiques de chez les Ninja Turtles. Puis qui vont s'allier ensemble pour essayer d'anéantir les humains. Là, un peu à la X-Men là, avec Magneto, puis le professeur Xavier, puis cette dichotomie-là. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on va voir dans ce film-là, mais qui est aussi un film animé comic book-esque, un style un petit peu différent, mais qui rappelle les Spider-Man, justement. Ouais, tout à fait. Fait que bien hâte de voir, même chose 2 août, fait que une semaine avant les Chambres Rouges. Ouais, les films produits par Seth Rogen, entre autres. Donc, ouais, puis je me trompe-tu ou il a même coécrit? Je pense que c'est ça, Evan Goldberg, puis lui ont co-scénarisé, puis peut-être un ou deux autres buddies avec eux autres. Là. Il me semble que oui. Fait que, bref, c'est tout. Là, on dirait que si on regarde le portrait de l'été, là, on a eu des bandes annonces pour pas mal toutes les sorties. Là, fait que je pense que les prochaines vont commencer à être des sorties de septembre, octobre, novembre, là, plus de l'automne. Là. Ben oui. Mais écoute, je peux me tromper. Mais au niveau des blockbusters, c'est pas mal livré. Là. Le calendrier est chargé. Sinon, pour les sorties de la semaine, on est en animation, restons-y, avec Spider-Man Across the Spider-Verse de 3 réalisateurs, donc je les nommerai pas. Mais c'est pas les mêmes que le premier, c'est ça? Je pensais que c'était toute la même équipe, mais ils ont comme changé. Là, au scénario, on a Phil Lord puis Christopher Miller et Dave Callahan, mais c'était il était producteur, je pense, du premier, mais il n'était pas scénariste, il me semble. Je pense peut-être Phil Lord, je pense un des deux, mais effectivement, ouais. Puis, qu'est-ce qui se passe si vous vous souvenez du premier film, qui c'est tout le temps avec Spider-Verse. Le premier, c'était Into the Spider-Verse. Là, c'est Across the Spider-Verse, donc au travers du Spider-Verse. Puis le prochain sera Beyond the Spider-Verse, donc au-delà. J'imagine du Spider-Verse, si je le traduis, je pourrais faire cette job-là. c'est drôle, parenthèse, là, je m'écarte, mais en France, comme on aime ça, je ne suis pas shamer personne, mais ils font toujours des folies avec les titres. Fait que le premier, ils l'avaient appelé Spider-Man New Generation. OK. Ils changent le titre en anglais pour un autre titre en anglais. Oui. Écoute, j'ai oublié de noter, j'y vais de mémoire, mais je pense qu'ils ont fait ça. Ou ils sont peut-être retournés sur un titre français pour celui-ci, mais c'est pas au travers du Spider-Verse. Okay. C'est comme... un autre titre qui n'a pas rapport vraiment. Là. C'est français. C'est trop créatif. Alors, on suit Miles Morales. Il y avait eu des événements avec une espèce de grosse turbine à énergie qui reliait les multivers que Kingpin voulait utiliser pour ramener sa femme et son fils d'un autre multivers puisqu'il a perdu les siens dans l'univers de Miles Morales. Et finalement, ils ont réussi à refermer tout ça puis renvoyer les différents Spider-Man dans chacun leur timeline. Alors, Miles Morales, il continue à vivre sa vie de jeune étudiant tout en ayant caché à ses parents qu'il est le nouveau Spider-Man. Mais il s'ennuie de ses amis, spécialement Gwen et le vieux Spider-Man qui est de quarantenaire, qui était un petit peu pas en shape, là, que c'est Jake Johnson qui fait sa voix. Mais sa vie va être bouleversée quand il va avoir un nouvel ennemi qui va faire son apparition, Spot, que je ne sais pas comment il appelle, la tâche peut-être en version québécoise, qui, lui, accuse Spider-Man d'être la cause de sa transformation un peu génétique, qui est une espèce qui est juste tout en blanc, puis il y a des trous noirs qui mènent genre à d'autres endroits, comme des portails un peu partout sur lui. Il n'y a aucun contrôle un peu de qui il est et de qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'il va essayer de se renforcer pour se venger puis faire de la peine à Spider-Man en attaquant sa famille. Et au travers de ça, les portails vont un peu réouvrir et Spider-Gwen, donc Spider-Woman, mais Gwen, va venir chercher Spider-Man et lui faire réaliser qu'il existe une espèce de consortium, un rassemblement de tous les Spider-Man, de tous les multivers. La Société des Spider-Man. Genre, qui est chapeauté par Miguel O'Hara,
un genre de Spider-Man latino du futur. Ouais, du futur, ouais, de 2099, dans évidemment un autre multivers, un autre verre. Puis il va se rendre compte qu'eux, ils essaient de balancer toute les événements conjoints puis la continuité de chaque verre, finalement. Fait que il va y avoir des conflits par rapport à ça, finalement. Fait que je sais pas si j'étais concis. Il y a comme plusieurs choses qui se passent en même temps. Ouais, c'est quand même un récit assez dense, il faut le saluer. Mais c'est génial. C'est vraiment bon. Et puis, tu sais, le premier avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, ce qui avait surpris beaucoup de gens parce que ça avait battu... je me souviens qu'il y avait au moins Pixar. Ouais, c'est ça, mais c'est les Incredibles 2. Ouais. Qui était, bon, peut-être pas le meilleur. Il y avait ça, mais il y avait un autre Disney où il y avait peut-être même un autre Pixar. Là. Il y avait des gros films, comme un peu à chaque année, là, des gros studios d'animation. Fait qu'on dirait que le film de super-héros gagne, ça avait semé une certaine confusion, puis ça a redonné encore plus d'intérêt au film qui était sorti au temps des fêtes 2018 à peu près. Là. Fait que je pense que celui-ci va avoir encore plus de succès. Et bref, la suite, oui, est assez dense parce qu'on présente beaucoup qu'est-ce qui se passe avec Gwen, qu'est-ce qui se passe avec Miles, qu'est-ce qui se passe avec le vieux Spider-Man, avec plusieurs enjeux dramatiques qu'on construit tranquillement. Et ben, tu sais, le seul spoiler que je peux faire, c'est que ça finit sur un cliffhanger. Ça finit à suivre pour le 3e volet. Précédemment, il avait annoncé que ça serait, mettons, chapitre 1 et chapitre 2. Puis quand ils ont revu les titres, je me disais, peut-être qu'il va y avoir des fins en soi, mais qu'on va annoncer le suivant. Mais non, c'est comme une c'est grande histoire. Un film coupé en deux, effectivement. Donc, dont la sortie sera pour mars 2024, donc au moins... un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an, parce qu'on a vraiment hâte de voir cette conclusion. Honnêtement, moi, j'ai réécouté le premier il y a quelques jours. Je l'avais vu lors de sa sortie. J'avais été vraiment impressionné. Mais je ne l'avais pas revu depuis et j'avais oublié à quel point que c'était vraiment excellent. Et cette suite, dont je disais que les premiers échos criaient au génie, quasiment d'une œuvre d'art. Et je dois dire que visuellement, c'est vraiment impressionnant. Là. Ça pousse l'animation à un autre genre. Tout en retenant un peu cette saveur de bande dessinée aussi qu'on retrouve, c'est ce qui est hallucinant. Exact, là. C'est un des rares films, il y en a eu des films de super-héros, c'est pas le premier, là, mais c'est un des rares qui, j'inclus le précédent aussi, là, mais qui maîtrise autant, qui rend hommage au comic book. Ouais. Un qui m'avait marqué à l'époque qui avait fait ça, c'était le Ang Lee avec Hulk. Oui. Il faisait un peu là, des cases puis de l'utilisation comme ça. Puis pourtant, son film n'avait pas été apprécié tant que ça, puis on dirait qu'on n'est plus jamais revenu là-dedans. Mais là, en animation, on l'accuse, puis ça marche super bien. Là. À chaque fois aussi, le mouvement de l'image, des cases, les langues qui est utilisée, mais également, tu vas avoir des fois des petites bulles, des... je sais plus comment ça s'appelle, là, mais les phylactères, juste ceux qui disent pendant ce temps, à telle ouais, place. c'est ça, le nom m'échappe. C'est pas déjà ça, des didascalies, non, c'est pas ça. Non, c'est... bref. Ça. Puis, tu sais, s'ils se frappent, s'il y a des choses comme ça, tu vois vraiment les petits éclairs qui vont apparaître un peu à côté d'eux, mais... Non, puis tu sais, même au niveau de la texture de l'image, parfois, tu as l'impression que c'est comme c'est la vieille impression des vieilles bandes dessinées, là, un petit côté quadrillé, quasiment très subtil. Ce qui aide, évidemment, c'est que Spider-Man a un lore, un univers extrêmement large. Fait que tous ces personnages-là qui nous présentent, je pense pas qu'il y en a aucun qui est créé pour le film. Ils utilisent toutes d'autres versions des dérivés qu'il y a eu en comic book, des choses comme ça. On les montre à l'écran également. Puis là, tu sais, si dans le précédent, on avait eu Spider-Man noir, puis des choses comme ça. Spider-Ham. Là, il y en a une infinité. Là, un petit tyrannosaure, ça, c'était très Spider-Man, puis un chat. Le Lego Spider-Man. Ouais, le Lego Spider-Man, c'est vrai. Puis même le Spider-Man du dessin animé fin des années 70, là, qui était moi qui a bercé un peu ma jeunesse. Là, d'où vient la fameuse chanson thème. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on est capable de jouer dans tous ces codes-là et de leur rendre hommage. Il y a beaucoup d'Easter eggs, ces genres de films qu'on va vouloir revoir chez nous, puis arrêter des séquences des images, là, parce qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil justement à tout cet univers-là de Spider-Man. Là, ça va
vendredi aujourd'hui, là, je suis sûr que dès ce soir, dès demain, là, toutes des chaînes YouTube, des screen rent, des affaires comme ça vont mettre les 25 Easter eggs que vous n'avez pas vus, que vous avez manqué dans Spider-Man, etc. Puis c'est drôle, tu parlais de la qualité. Quand ils se sont entendus avec Sony, Lord et Miller ont dit comme la suite, là, donc celle qu'on vient de voir, va ressembler au premier, là, à peu près le même genre de budget, le même genre de travail. Mais finalement, ils ont comme mis le doigt dans l'engrenage, puis il a fallu qu'ils utilisent à peu près 1000 travailleurs dessinateurs et modélisateurs et autres, parce qu'ils ont créé comme 200 nouveaux personnages, puis 6 univers. Fait que c'est tout... ils vont dans 6 multivers différents. Fait que ça demande beaucoup de design graphique et autres. Fait que... Ouais, puis même chaque univers, chaque multivers a sa propre, son propre style visuel. Donc, c'est vraiment 6 artistes différents qui avaient été embauchés. Okay. Fait que chacun d'eux a travaillé sur un univers en particulier. Donc, oui, au niveau visuel, artistique, un travail incroyable. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup de ces 2 films-là maintenant et de bientôt cette trilogie, c'est que c'est dense, mais c'est riche. Ouais. Il y a plusieurs couches à l'histoire. C'est vraiment bien écrit. Les dialogues sont incroyables. Et je t'en parlais en sortant. Je trouve que les scénaristes ont tellement bien réussi à captiver ou à présenter l'univers des ados, leurs sentiments, la façon qu'ils se sentent, la façon qu'ils parlent. Je trouve qu'ils sont tellement bien représentés. Là. C'est très crédible. Donc, ça amène tellement là, de profondeur à ce film-là. Puis d'ailleurs, je déconseille peut-être aux plus jeunes, justement, si vous avez des jeunes enfants, je ne sais pas, à 5-6 ans. Ouais, c'est peut-être 8 ans et plus. Ouais, tu sais. Puis, parce que c'est quand même un peu plus sombre, un peu plus dramatique, celui-là aussi. Là, on va dans des zones. Le début du film est comique, mais à un moment donné, on voit que ça s'estompe un peu, là, contrairement au premier qui restait assez. Plus léger, là, dans le ton. Fait que, donc, vraiment, non. Une excellente réussite pour cette suite Spider-Man Across the Spider-Verse. On en parle toujours un petit peu, mais tu sais, le running time, moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie. J'en parlais avec un ami, puis j'aime ça les longs films. Moi aussi, j'ai rien contre un long film. Il faut juste que chaque minute, il y a des films qui durent 2h05, puis il me semble qu'il aurait été meilleur s'il avait duré 1h55. Pas parce que ça m'a dérangé d'être dans la salle 2h05, c'est juste que je pense que tu n'avais rien qui justifiait une espèce de 10 minutes. Puis ici, avec 140 minutes, donc 2h20, moi, j'aurais pu prendre 1h30 de plus. Là, ça c'est ça, je dit, mettez-moi la suite tout de suite. Il n'y a pas de problème, je suis là. T'sais. Mais c'est le film d'animation américain le plus long de l'histoire du cinéma. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que le prédécesseur, il durait 4 minutes de moins. Puis c'est un film de 2012, mais beaucoup plus artistique. Là. C'était pas un Disney, là, je savais pas c'était quoi. Mais assez récent quand même. Puis... écoute, ah oui, je pense que c'est ça. Est-ce que tu trouves que c'est pas fini, mais que le 2 est meilleur que le premier? Oui. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup des films comme ça que le deuxième est meilleur que le premier. Moi, l'exemple que j'ai, c'est Terminator 2. Là, oui. Mais qui est presque un semi-remake du 1, mais comme à des up, toi. L'Empire Strikes Back, c'est-tu meilleur que New Hope? Ben, pour plusieurs, oui. Je dirais oui, mais parce que le premier demeure le premier, puis il y a un petit côté que j'aime peut-être un peu plus. Mais je pense que l'exemple le plus célèbre, c'est Le Parrain, pour beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai. Le deuxième est encore plus meilleur que le premier, mais c'est rare, effectivement, des suites qui supplantent le premier et l'original. C'est dur à dire, je les mets tout assez égaux, moi. Ouais, moi, effectivement, les 2 tours, c'est mon préféré des 3. OK. Ouais, c'est lui que j'avais plus aimé. Puis... c'est quoi les autres grandes trilogies? Aliens? Non, mais Aliens est apprécié, mais moi, je pense pas que c'est meilleur moi, je pense que j'aime mieux Aliens qu'Alien. Ah ouais, moi, quand même. Mais je sais que c'est un peu un sacrilège pour les fans de la série. Bien qu'il est bien aimé, mais beaucoup préfèrent Alien, l'original. Mais non, moi, j'avais une petite préférence. C'est un changement de ton quand même dans ces films-là. Puis ça, il faudrait que je me fasse violence un peu puis je le réécoute parce que moi, j'avais pas catché le 2. Là. Je trouvais ça pas bon, là, vraiment. Là.
les espèces de caricatures américains gonzo là, qui enfoncent dans le tas avec nos guns. Puis tout. J'étais là, c'est pas le rapport. Là. Ouais, mais ça, c'est la vision très James Cameron de l'armée. Ouais, c'est pas mon militaire. C'est pas mon préf, là, là, ça, fait Cameron. Là. Mais la version longue est quand même assez intéressante. OK. Rajoute du stock. Donc, voilà. Revenons à notre Spider-Man. Ouais, c'est ça. Mais non, là, fait qu'allez-y. Si vous avez adoré le premier film, ça, vous allez adorer cette suite-là. Je recommanderais d'avoir vu le premier. Ouais, quand même. Mais si ça fait comme 4 ans, là, parce que c'était en 2018, il n'y a pas de problème. Il y a un petit recap. Puis, tu sais, grosso modo, ça va être frais, mais tu sais, Kingpin ne revient pas. Puis, c'est pas grave de ne pas se souvenir exactement de ce qui s'est passé. Là. C'est un peu ça mon. Tout à fait. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, effectivement, ça vous permet de tomber en amour, je pense, encore plus avec ces personnages-là qui sont vraiment très, très sympathiques. C'est le fun, juste le Miles qui est comme... Tu vois qu'il développe des sentiments pour Gwen, mais on laisse beaucoup ça avec l'amitié aussi, finalement. Ça devient pas juste une histoire d'amour comme... Pour l'instant. Un peu un cliché. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais... Oui. Parce que ça, j'ai réécouté le 1 par après. Puis j'ai vu qu'elle-même, à un moment donné, elle disait... Je me demandais c'était quoi un peu leur différence d'âge. Parce que lui, on dit qu'il a comme 15-16. Puis je savais pas si elle avait comme 22 ans, mettons. Mais dans le premier, elle dit qu'elle a genre 16 mois plus vieille que lui. Là, fait qu'ils sont comme assez proches. Là. Puis, fait qu'il y a comme des petits jeux de mots ouverts là-dessus. Mais d'ailleurs, on en apprend un peu plus sur ses origines qui sont assez près de celle de la bande dessinée aussi. Là. Donc, pour les fans peut-être des BD avec Spider-Woman, avec cette version-là avec Gwen Stacy. Là. Donc, on fait un bon travail d'amener ça. Parce que quand même, il y a un personnage assez récent, là, Spider-Gwen, qui date, je pense, c'est 2014, quelque chose comme ça. Là. Fait que, parce que dans la vraie continuité des Spider-Man, Gwen Stacy, elle avait été tuée par le Gobelin Vert qu'on avait vu. Par le Gobelin. Qu'on avait vu dans Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield et Emma Stone. Ouais. C'est dans le 2 quand même. Oui, dans le 2, Emma Stone. Et d'ailleurs, petite rumeur, paraîtrait que Tom Holland aurait filmé quelque chose. OK. Donc peut-être qu'on le garde pour évidemment... pour ce 3e chapitre-là, parce qu'il n'est pas dans le 2e. Mais ouais, il y avait comme beaucoup de rumeurs qui circulaient, puis que même on avait retardé un petit peu la sortie à un moment donné à cause de ça, pour le faire fitter dans son agenda. Donc, est-ce que c'est juste rumeur? On verra bien dans cette conclusion de l'an prochain. Mais s'ils se croisent, ça va ouvrir plein de questionnements. Ouais, ben là, c'est la nouvelle folie Spider-Man, de toutes les mettre ensemble puis de vivre avec la nostalgie et tout, là, finalement. Où veux-tu aller? Allons-y dans l'horreur avec The Boogeyman de Rob Savage. Oui, réalisateur qui a fait des films plus indie un peu. Que je connaissais pas. Dashcam a une sortie très limitée, genre film de pandémie un peu, là. Scénarisé par Scott Beck et Brian Woods, qu'on a vu récemment derrière 65, qui n'a pas eu le succès escompté, mais qui ont encore A Quiet Place en excellente mention sur leur CV. Et avec Mark Hamill, un autre scénariste. On va suivre une famille endeuillée de 2 sœurs, une d'à peu près 15 ans, une de peut-être 8 ans, une fois de même. Et leur père, on est à peu près 1 mois après le décès de leur mère. Qui vont devoir affronter une espèce d'entité surnaturelle qui se nourrit un peu de leur douleur, et ce, dans l'obscurité. Et cette créature-là a été laissée dans leur maison par un patient de leur père, psychologue ou thérapeute. Et on doit mentionner que c'est une adaptation 2 nouvelles de Stephen King. Oui, c'est ça, dans ses premières écritures. Hein, oui, c'est ce que je suis allé fouiller un petit peu, effectivement. Donc, la nouvelle date de 1973 et son premier roman, c'était Carrie en 1974. Okay. Donc, mais quand même, dans cette période-là, fin des années 60, début 70, il a quand même fait une vingtaine de nouvelles là, qu'on peut retrouver quand même dans des recueils. Donc, celui-ci de Croque-Mitaine se retrouve dans le livre Danse macabre pour les intéressés. The Boogeyman, la nouvelle. OK. Effectivement. Donc, Danse macabre. C'est pour ceux qui voudraient la lire, parce qu'il y a quand même une bonne différence, honnêtement. Je ne veux pas trop révéler de punch, mais ouais, quand même. Fait que ouais, moi, écoute, c'est pour ce genre de film-là, j'ai jamais trop de grandes attentes, parce que
il y a du bon, mais il y a du très mauvais souvent. Là, parce qu'on est un peu dans le horror flick, là, donc le blockbuster d'horreur. Mais on travaille un peu pour aller vers le elevated horror qu'on appelle. Fait qu'on n'est pas dans du Ari Aster nécessairement, mais il y a un petit peu plus de substance dans nos personnages, de profondeur dans leurs blessures, finalement, puis dans leur motivation. Le père, j'allais dire, est un cordonnier mal chaussé. C'est comme un psychologue, mais il gère pas tant le décès de sa femme à lui-même envers ses enfants. Il espère que tout va être passé correct. Puis ce qu'on va voir grandir tranquillement, c'est comme si une créature de la petite fille, déjà, avant même que ça commence, elle a peur la nuit. Elle n'a pas de terreur nocturne, mais elle a peur du garde-robe, de la noirceur, des choses comme ça. Fait qu'évidemment, tout le monde va penser que c'est juste dans ta tête, c'est normal, c'est ton imagination, mais passe à autre chose. Mais là, c'est peut-être vrai. Donc, un film qui révolutionne pas le genre, très classique, mais bien fait. Rien à redire. Là. C'est assez efficace. Il y a de bons jumpscares. 2 fois, je me suis fait prendre un petit peu. J'ai pas crié comme à l'époque de Smile, mais j'ai fait un petit sursaut. Donc, je trouve ça assez intéressant. On retrouve des relents de ce qui va devenir It, écrit quelques années plus tard par Stephen King. On est un peu dans cette thématique-là, l'espèce de créature qu'on n'a pas trop d'explication de d'où elle vient, mais qui mange des enfants, qui s'attaque aux enfants, aussi, qui se nourrit un peu de leur peur, puis qui veut jouer avec leur peur, finalement. Donc, les comédiens très efficaces, là. C'est pas des gros noms. Tu m'avais parlé de ça, Sophie Thatcher, que j'avais pas fait lien, qui joue dans Yellow Jackets, entre autres, là, qui a un gros succès. Alors, c'est elle qui incarne la plus jeune Juliette Lewis dans les scènes de flashback, qui est très honnête, là. Rien à redire sur son jeu. C'est ça, c'est comme des comédiens, tu sais, Chris Messina qui fait le père, il a une incroyable feuille de route, mais c'est jamais un lead. Il était dans Argo, dans Air plus récemment, Carl Jane, il a joué beaucoup dans The Mindy Project, la télésérie et tout, mais c'est comme un visage, tu sais, je l'ai déjà vu quelque part, mais je le sais pas où. Puis même quand je te dis qu'il était dans Air, qu'on a vu il y a pas longtemps, t'es comme, je ne sais même pas il fait lequel, mais je pense qu'il faisait l'avocat, pas l'avocat, mais l'agent de Michael Jordan, qu'il n'arrête pas de contourner, là, il me semble que c'est lui. Puis la petite fille, Vivienne Leigh Blair, était dans Bird Box, elle, succès Netflix juste avant la pandémie. Et plus récemment, la jeune princesse Leia dans la série Kenobi. Ah, OK. Donc, voilà. Alors, non, une bonne petite jeune comédienne qui va être à suivre. En fait, elle a commencé à prendre beaucoup de galons. D'ailleurs, j'ai une petite histoire, une petite anecdote très drôle avec ça. À l'origine, les scénaristes, parce que le personnage, la fillette, elle a peur du noir. Donc, elle va dormir avec une boule de lumière pour éclairer sa chambre. Et à l'origine, ils avaient écrit comme accessoire une espèce de sable laser un peu cheap, là, comme un accessoire de costume et tout ça. Évidemment, Disney n'ont pas donné leur accord à cet objet. Et étais-tu déjà dans... Oui, eux, ils ne savaient pas qu'elle avait eu le rôle de princesse Leia aussi. Donc, finalement, ils ont transformé leur idée pour cette boule de lumière-là qui fonctionne très bien, justement. Là, qui a quand même, ça a dû les inspirer parce que le fait que ce soit un objet sphérique, ça sert à quelques fois dans le film plus que... un genre de sabre aurait pu faire. Donc, vous aimez les drames d'horreur, sursauter un peu. The Boogeyman fait amplement le boulot. Oui, j'ai lu que... Je suis en train de passer à autre chose. J'ai lu justement que c'est un classique là, pour bien des films de gros distributeurs, mais encore plus d'un film d'horreur, ils font des screening tests. Fait qu'ils vont prendre du monde qui ressemble à le public cible qu'ils veulent, puis ils présentent le film, puis ils regardent surtout les réactions, puis ils demandent les commentaires, puis là, ils refont un petit montage avec ça pour vraiment l'optimiser. Puis il y avait des scènes où les jumpscares étaient tellement forts qu'il a fallu qu'ils remontent, pas pour enlever la peur, c'est juste que le dialogue venait trop vite après, puis le monde était encore un peu en émoi. Fait qu'il manquait le dialogue, fait que là, ils ont comme espacé un peu plus pour que tu aies le temps de réagir, puis ensuite, tu captes qu'est-ce qui se dit. C'est quand même drôle. Puis j'avais lu ça, j'ai pas réussi à retrouver la preuve, mais initialement, c'est un film qui devait sortir direct en plateforme sur Hulu, parmi les deals que Disney fait. Là. Mais... je pense que c'est vrai. J'avais vu l'information que c'était suite justement au succès de Smile en septembre. Qui ont fait comme, OK, des petits films comme ça peut encore marcher. Smile qui avait ramassé, je pense, quasiment 100 millions de dollars, si c'est pas plus. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire et aussi convaincu par Stephen King, parce que tu parlais des projections de tests. Suite à ces premières projections de tests-là qui étaient très positives, ils ont présenté le film à Stephen King.
qui avait été impressionné. Ouais, qui lui, d'habitude, n'aime pas tant. Puis fait que c'est lui qui avait dit ça mérite d'être vu au cinéma, là, tout ça. Là, fait que ça a peut-être pesé dans la balance aussi, son petit... Fait que The Boogeyman, le croque-mitaine au Québec, si vous cherchez un film d'horreur ces temps-ci. Si vous voulez. Donc, les drames lourds, allons-y avec Bones of Crows de Mary Clements, où on change complètement de registre, mais ça demeure une histoire d'horreur aussi. Oui, exact. L'ombre des corbeaux au Québec, c'est une production canadienne. On y retrouve entre autres Rémi Girard et Karine Vanasse dans des rôles anglophones. En fait. Écoute, on va suivre sur presque pendant 100 ans Alan Spears puis sa famille. C'est une histoire qui traite des pensionnats autochtones puis du mauvais traitement, dans le fond, que l'Église catholique et le Canada a fait depuis 1900 à peu près. Là. Fait qu'on va la voir, elle, évoluer dans ce temps-là, dans sa jeunesse, autant quand il était heureux et paisible au Manitoba, jusqu'à temps qu'il se fasse envoyer justement dans les pensionnats. On la voit à la sortie de ça, dans sa vie adulte et un peu plus une personne âgée, avec les récentes découvertes aussi là, à Kamloops et tout, là, des différentes tombes, une énorme quantité de tombes d'enfants. On comprend dans son parcours aussi qu'elle découvre un talent pour le piano, puis qu'il va peut-être essayer, l'aider à sortir de là, puis à être épargné par rapport à d'autres. Mais tu sais, trigger warning de tout, là, je veux dire, si vous avez entendu ces histoires-là depuis plusieurs mois, plusieurs années, on enlève les tabous là-dessus, puis qu'on en parle ouvertement, fait que il y a de la pédophilie, il y a du harcèlement physique, il y a tout, là, finalement. J'ai lu, ce qui est singulier, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film-là. C'est bien joué, c'est bien filmé. Il y a des scènes un peu de détresse ou d'empathie qui sont vraiment bien mises en image. Puis qu'on comprend cette difficulté-là, justement. Là, on devient empathique envers ces gens-là. C'est un sujet qu'il faut continuer à parler, il faut désamorcer tout ça, il faut dénoncer et tout. Mais c'est pas un film parfait, là. C'est pas... Je t'encourage à aller le voir, mais j'ai compris que c'est parce qu'en fait, il y a une mini-série qui va découler de ça. Ah, OK. À l'automne, à CBC, ça va être, je pense, 5 épisodes d'1 heure. OK. Ils ont tous formaté ça dans un film de 2h05 à peu près. Ça explique beaucoup de choses. Pourquoi il y a beaucoup d'aléas entre présent, passé, futur. Ouais. On revient, les affaires se passent vraiment vite. Et on suit beaucoup de personnages aussi. Parce qu'on voit sa sœur, on voit ses petits-enfants, on voit son mari. À un moment donné, on revient dans le passé pour comprendre son mari, qu'est-ce que c'était. Puis tout, fait que tout est très percutant, mais c'est un peu le chaos, genre. Puis je pense que c'est pour ça. Parce qu'on a pris une mini-série qu'on a comme shrinké en film. Fait que ça vaut quand même le détour. C'est ça, c'est bien joué. Karine Vanasse, Rémi Girard sont vraiment bien investis. J'ai l'impression que probablement dans la série, ils ont encore plus de temps d'écran à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est pas des good guys, là. C'est pas parce que nous, on les voit et on fait « Ah, j'imagine que Karine Vanasse va être la sœur qui est un peu plus compatissante. » Non, vous allez comme pas l'aimer, là. Genre, fait que... C'est ça. Ouais, très bien dit, effectivement. Donc, un film quand même très accessible, là. Au niveau du scénario, de la construction du récit, puis ça, c'est très classique. Très... classique, mais avec beaucoup d'aller-retour temporel. Mais... Oui, mais juste classique dans le sens où tu as le personnage qui avait un talent, qui a son talent brimé, avoir des répercussions. Tu as une espèce de happy end en quelque part, là, où tu as une espèce de justice rendue à la fin. Fait que quand même sous la forme un petit peu. Mais c'est ça. Faut être dans le mood pour ce genre de film-là. Ouais, c'est ça. C'est voir les traumas des autres, là, finalement. C'est un film qui est confrontant. Exact, qui est choquant et tout. Là. Fait que Bones of Crows, faut pas que ça sonne comme si on le décommande. Là. C'est pas ça. C'est juste que c'est pas... sors pas avec le sourire. Là, non, c'est ça. Non, si vous avez quelque chose de goût de plus lourd. Là, je sais pas s'il y a un film qu'on sort avec le sourire parce que Spider-Man, comme il finit à suivre avec cliffhanger, t'as pas encore la finalité. Boogeyman, c'est un film d'horreur, ça reste toujours ouvert à autre. Puis c'est pas les films les plus légers, joyeux. Non, puis même ce prochain film policier aussi, avec une fin un peu ouverte. Donc, La nuit du 12 de Dominique Moll. Ouais, et sans spoiler, pourquoi tu dis que c'est une fin un peu ouverte? C'est parce que c'est
inspiré, dans le fond, Dominique Moll et Gilles Marchand ont écrit le scénario d'après un livre de Pauline Guéna qui s'appelait 18.3, Une année à la PJ, qui est la police judiciaire en France. Donc, l'autrice avait suivi pendant 1 an les policiers sur plusieurs cas et tout ça. En lisant ça, ils ont pris un des cas, un fait divers non résolu, puis ils ont élaboré tout le film, puis comment les personnages réfléchiraient autour de ça. Fait que ça le dit en partant dans le film, basé sur une histoire non résolue. Fait que, spoiler, il pogne pas le tueur. T'sais, un peu comme le Zodiac, qui a eu un grand succès comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir d'abord? Ben, c'est la psyché des 2 policiers principaux, comment ça les affecte, comment le cadre policier fonctionne. C'est pas des enquêtes à la CSI que on trouve un Kleenex, on le passe dans une machine, puis le lendemain, on sait c'est qui a fait ça. C'est un autre trigger warning, ça va commencer. C'est un féminicide, c'est une femme qui est brûlée, une jeune fille qui est brûlée vive de 21 ans. Fait qu'ils vont commencer à enquêter sur son chum, sur son ex, on réalise qu'elle a couché avec pas mal de monde. Puis à chaque fois qu'ils parlent aux gens, ils vont découvrir qu'il y a comme une espèce de genre de violence puis un peu de toxicité chez les hommes qui personne n'a l'air 100% méchant, mais ils ont tout un petit quelque chose. Un potentiel de... Ouais, c'est ça. Ils sont toutes graines, là, quand même, là, je peux me permettre. Là. Fait que il y a, c'est ça fait que de voir comment ça joue sur eux. C'est... j'ai oublié le nom, je les ai-tu mis? Bouli Lanner et Bastien Bouillon, qui sont les deux policiers en charge de l'enquête, dont le personnage de Bouillon, qui lui est le nouveau commandant ou chef là, de l'escouade. Fait qu'il reçoit un peu plus de pression. On sent que Lanners est un peu plus vieux, fait que lui, ça commence à le ronger, des problèmes à la maison, classique de policier, mais c'est un film qui est quand même très captivant justement pour ça, mais à la fois frustrant parce qu'il n'y aura pas de dénouement, mais ça avance, c'est pas juste sur une semaine, là, ça avance sur plusieurs mois, ça les hante, cette enquête-là. Donc ce n'est vraiment pas un film, ce n'est pas un suspense policier, mais vraiment un drame policier. Ouais. Vraiment filmé tout en retenue en pudeur aussi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est comme... on plante la caméra là, puis on observe un peu tout ce qui se passe, puis un peu le déroulement de cette enquête-là, là, fait que j'ai bien aimé ce côté-là. Puis, mais t'es pas le seul à avoir bien aimé le film. Les Français ont bien aimé le film. Effectivement, quand je l'ai su par après, en fait, que ça avait été quand même le grand gagnant au César. Oui, c'est lui, je pense qu'il avait le plus de nominations. Je me souviens plus comment, là, 10-12. Puis il a gagné 6 prix, dont meilleure réalisation et meilleur film. Quand même, là. Puis je trouvais ça un peu surprenant parce que c'est pas le genre habituel qu'on va associer, tu sais, même aux Oscars, là, j'aurais pas vu que ça aurait gagné un Oscar, donc c'est d'autant plus surprenant, mais tant mieux. Je trouve ça le fun que... Ouais, parce que c'est très sombre, là, effectivement. Ouais, puis c'est un petit film policier intimiste, là. On n'est pas dans la grande fresque historique ou le gros drame non plus larmoyant ou lourd, là. Donc, ouais, puis petite anecdote comme ça, le personnage, justement, de l'enquêteur principal fait du vélo. Oui. Et ça a été tiré d'un autre personnage dans le livre. OK. Donc, c'est ça. Ils ont combiné un peu. Ils ont comme combiné. Le réalisateur Dominique Moll trouvait ça intéressant, justement, ce personnage-là qui faisait du vélo. Puis en même temps, il en fait une espèce de métaphore où il fait du vélo, mais à circuit fermé, il tourne juste en rond. C'est ça, là, comme on voit aux Olympiques. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. T'es quasiment à l'horizontale en train de tourner. Là. Donc, évidemment, alors un peu comme son enquête qui piétine en rond. Exact, c'est ça. Fait que je trouvais ça quand même intéressant comme fait que, approche. Puis c'est ça, toutes les critiques sont super bonnes sur ce film-là. Si c'est votre genre, comme on dit souvent. Je pense que Spider-Man risque fort de se retrouver dans mon top 5 de fin d'année. Et c'est un film pour lequel j'avais pas vraiment d'attente. Je me souvenais juste comme, l'ancien était le fun, c'était bien fait, j'ai hâte de voir, mais c'est pas... Tu vois, je n'en ai pas parlé précédemment autant que Fast X. Fast X sera pas dans mon top 5. Écoute, on peut même dire... Est-ce que c'est le meilleur film des Spider-Man tout confondus? Possiblement. Je pense que oui. Là, puis c'est sûr que ça se classe dans les meilleurs 10 films de super-héros aussi. Là. Fait que non, la barre est très, très haute, honnêtement. Exact. Je pense pas que c'est on pourrait y revenir un peu. C'est pas un film qui va aller chercher... si vous n'avez rien à foutre des super-héros puis de Spider-Man, c'est pas parce qu'il reçoit des 9 sur 10 puis des 5 étoiles que soudainement, ça va vous convaincre. Là. C'est pas ça le but du film. Mais si n'importe quel guenille de super-héros, vous avez trouvé ça le fun, ben là, vous allez capoter sur lui, je pense. Là, bon, il y a le risque de mettre les attentes trop hautes puis que là, c'est juste ça, mais... Je sais pas comment dire. C'est surtout que c'est tellement bien écrit. Ouais. C'est
c'est pas une question de séquence d'action puis des choses comme ça. Tout est tellement bien fait que le facteur principal, comme je dis, c'est que ça aurait pu durer 2 heures de plus puis je l'aurais pris sans problème. Écoute, une fraîcheur, une originalité. Dieu sait qu'après tous ces films de super-héros-là, c'est dur d'avoir un angle nouveau, mais on réussit oui, à nous éblouir. C'est ça. Et est-ce que la semaine prochaine, on sera ébloui et qu'il y aura un vent de nouveautés avec le prochain Transformer Rise of the Beast? La grande question. À suivre, qui se passe dans les années 90. Donc, on va pouvoir mettre plein de needle drop de succès souvenirs. Assurément. Et du côté comédie, il y a Alibi.com 2. Ouais. Qui, je pense, ne réinvente pas la roue, mais jouit d'un énorme succès. Le premier avait eu beaucoup de succès et là, le deuxième est encore à l'affiche en France. Il y a déjà plus de 4 millions de jeunes Français qui sont allés voir cette comédie-là. Puis toi, je sais que c'est... Moi, j'avais bien aimé le premier. Je trouvais ça vraiment, la prémisse vraiment originale. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une comédie niaiseuse, là, comme on dit ça poliment, mais... drôle et bien fait. C'est ça. Efficace, c'est toujours le bienvenu. Fait qu'on l'a pas vu encore, mais... Ce sera fait d'ici la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et on vous souhaite sur ça bonne semaine de cinéma, bon popcorn. Puis si jamais dans votre entourage, vous avez un père ou un oncle capitaine dans la police, louez-vous un costume de Spider-Man, vous allez en avoir de besoin, je pense.